Aujourd'hui, à l'Aéropod, pour ce 64e épisode, on parle d'où vous étiez quand vous avez entendu ça pour la première fois. Et oui, chers auditeurs, aujourd'hui à l'Aéropod, le podcast de Menteur Aéro pour les pros de l'aviation, c'est Top Gun Day! Ah oui! C'est incroyable. Sérieusement. Je pense qu'on est un peu tous des fans finis de ce film, dans l'industrie, mais autour de la table particulièrement. Alors, on va commencer simplement par où vous étiez la première fois que vous avez vu Top Gun? Olivier. Moi, j'étais au cinéma. Ouais. C'est le film, le plus loin que je peux remonter de mes souvenirs, c'est le seul film dont je me souviens avoir vu au cinéma. C'est le premier film dont je me souviens avoir vu au cinéma. Donc, il y a très longtemps. Et qu'est-ce que c'était ton feeling quand t'es sorti de là? Wow! Je voulais être pilote. Je me souviens que le lendemain, à l'école, j'arrêtais pas d'en parler, puis le monde me trouvait gossant. C'est quand même pas pire parce que toi, t'es allé voir Top Gun en 86. Moi, j'ai été voir Aliens au cinéma. Fait que... Non, moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu au cinéma. Non, moi, je l'ai vu à TQS la première fois. Ouais, genre, exactement. C'était un spécial soirée. On est revenu à l'école le lundi matin, puis tu disais, toi, qu'est-ce que t'as écouté le Top Gun? Tout le monde a écouté Top Gun, même la prof. Fait que ouais, ça a marqué une génération, Top Gun. Ah, moi, ça jouait à la télé pendant que j'étais chez ma gardienne, je sais pas trop. Puis je me rappelle que ça avait été tellement efficace pour venir chercher, pour me pomper à l'adrénaline, que quand je me suis levée après le film, j'avais de la misère à marcher. Tu sais, quand t'as les jambes molles tellement t'as été comme... Je voulais être pilote. Là. Ça a été... Puis ça a duré longtemps, là. Jusqu'à ce que j'apprenne par un patrouilleur d'une panne de ski lors d'une classe neige quand j'avais 13 ans, genre, qu'on n'avait pas d'aéronaval au Canada. Damn it! Là, j'étais un peu... On a déjà eu une, par exemple. Non, mais tu sais, c'était comme dans le rêve, mais il y avait aucune... Ouais. Tu sais, c'était pas un objectif parce que j'avais pas de plan, visiblement, là. Non, c'est vrai, effectivement. Mais je pense qu'il y a pas un enfant qui a écouté Top Gun qui a pas voulu devenir pilote. J'en ai jamais vu. Ah, ça existe pas, ça. T'as voulu être pilote, t'as voulu être Tom Cruise, déjà, en partant. Oui, ben oui. Tu veux être Tom Cruise. Oui. Après ça, ben tu veux être dans l'aéronaval, parce que c'est important de le préciser. Oui, mais il faut atterrir sur des porte-avions parce que Habillé sinon... de blanc dans les bars à chanter du... T'as le goût d'être cocky. Ouais, absolument. Et après ça, ça prend un F-14. Absolument. Donc, il commence à avoir beaucoup de requis, là, quand même. Hein, De nos jours, ça implique de s'en aller en Iran. Ouais, about that. Ça marchera pas, Olivier. Donc, ce film-là, dans le fond, il est sorti, petite statistique d'ultra basse pour qu'on parte tous de la même place. Oui. Sorti en 86, inspiré d'un article du magazine California, qui a pour la première fois... Un magazine qui s'appelle California. Ouais. Ah. Qui est publié à Californie, il faut le mentionner, c'est important. Surprenant. Ça aurait été écœurant que tu dises le magazine California, fabriqué, non, publié genre en Idaho, comme what? Ça aurait été des patates. Dans un champ de patates, c'est vrai ça que j'allais dire. Et dans le fond, Jerry Bruckheimer et son partner de production... Don Simpson. Précisément, ont lu cet article-là et ont fait « Ooh, that's a movie ». Donc, ils ont commencé à travailler là-dessus. Ça a pris 2 ans de production parce que, dans le fond, entre autres, à cause de la présence des avions, il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités que de travailler avec la marine. Et ça n'a pas été facile parce que c'était pas mal une première de ce côté-là. Ouais. Pas besoin de vous dire que depuis ce temps-là, la marine n'a pas eu à le regretter. Ça agit en termes comme un outil d'attraction de jeunes. De recrutement. Exactement. Pendant longtemps, il y a eu un trend sur Reddit où tu avais un paquet de pilotes qui disaient « Moi, je me suis enrôlé dans la Navy à cause de ce film-là, puis c'est pas ça pantoute. » C'est sûr. Mais, tu sais,
les chiffres sont complètement fous. Ça a coûté 15 millions à produire. Aujourd'hui, c'est comme tu fais un film indie, t'as 15 millions, là, ça a juste pas de rapport. Et a ramené 356 millions de revenus. Puis au moment où le décompte a été fait, il y a plusieurs années. On parle, mettons, de la première année du film ou quelque chose comme ça. Parce que depuis... Aujourd'hui, avec les produits dérivés, tout ça, probablement proche du milliard. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ils ont ressorti le film pour IMAX en 2013. Ça, étrangement, je suis pas allé voir ça. Olivier, t'as-tu été voir ça, IMAX? Non, moi, je l'ai pas revu. Celui en 3D que j'ai revu, c'est le Jurassic Park, mais j'ai pas revu le Top Gun quand il avait sorti au cinéma. Là, nous, on s'était dit qu'on ferait un événement de la mort pour un visionnement quand ça allait sortir. Puis finalement, ça fait 3 fois qu'on le remet. Puis là, ça se pourrait que ça se puisse pas. Mais regardez quand même en tête que ça se pourrait que Club... Il pourrait y avoir un party chez Mentor Aéro. Ouais. Parce que bien sûr, il va falloir se préparer à la sortie du prochain qui est maintenant prévu pour juillet. Non. Ils l'ont repoussé. C'est rendu au mois d'octobre. Novembre, octobre? Ouais, c'est rendu à Noël. Ben, c'est tant mieux. Parce que moi, je me dis... J'ai arrêté de déçu que le film sorte cet été, puis pas avoir été vacciné, puis pas pouvoir aller le voir au cinéma. Je veux voir ce film-là au cinéma. Non, c'est sûr. Malgré le succès populaire incroyable de ce film-là, il n'a eu qu'un seul Oscar. Pourquoi? La musique. Oui! Oh, yes. La chanson de Berlin. Oui, exactement. C'est Take My Breath Away qui a eu l'Oscar cette année-là. Berlin, qu'on n'a plus jamais revu. Non, en fait, la chanson avait été faite exprès pour le film et on savait pas c'était qui avant puis on n'en a jamais entendu parler après. Là. C'était un One Hit Wonder qui était sur une soundtrack. Tu sais, ça aide la carrière ça a pas aidé leur carrière. Ouais. Donc, l'article suivait un pilote et un navigateur, j'allais dire 2 pilotes. Un pilote, une équipe qui passait à travers le cours Top Gun et qui expliquait tout comment ça se passait, d'où il venait pour avoir été choisi pour être dans Top Gun, comment ça s'est passé pendant qu'il était à l'école, entre guillemets, à faire effectivement 2 sorties par jour, etc. Et ensuite, comment ça a été sur leur déploiement par la suite. Là. Puis bien sûr, d'où venait l'origine du programme Top Gun, et ce qui est très bien résumé dans le petit splash screen qu'on voit au début du film Top Gun, comme quoi, à la guerre du Vietnam, les pertes d'avions américaines étaient extrêmement élevées, et ils ont décidé que ça voulait dire que les pilotes avaient perdu lors du dogfight et qu'il fallait le retrouver. Donc, l'origine du programme... Ouais. Ça, c'est intéressant, par exemple, petite parenthèse, pour la guerre du Vietnam, parce que toute proportion gardée, au début de la guerre du Vietnam, les pilotes américains se sont fait sacrer une volée. C'était 2 MiG pour un avion américain. Ouais. Et après, donc il y a eu une espèce de hiatus dans la guerre aérienne au Vietnam. Il y a eu 2 ans où il s'est pas passé grand-chose. Quand ça a recommencé, les pilotes... tous les pilotes qui étaient là-bas étaient passés par Top Gun, ou plutôt il y avait un gros contingent de pilotes qui étaient passés par Top Gun, et les pertes sont remontées à 12 pour 1 du côté vietnamien. Ça a fait une énorme différence dans l'efficacité des pilotes de chasse américains. Et entre autres, une des raisons, c'est qu'ils se fiaient beaucoup au l'évolution de l'aviation, il disait que ça passerait par le missile. Ouais. C'est entre autres pour ça, par exemple, que le F-4, le Phantom, n'était pas équipé de canons. Il y avait juste des missiles parce qu'il disait c'est ça qui va... Tu vas tu le suis, tu tires un missile, et voilà. Oui, c'était vraiment pas fait du tout pour être... du dogfight. Oui, pour fonctionner contre des MiG. Là. C'était vraiment absolument pas... absolument. Donc, Olivier. Oui. Fait marquant selon toi. Ou anecdote. Fait marquant de... Moi, j'en ai une. Vas-y donc. Le pilote qui joue le rôle de Maverick, le vrai pilote, là, son K5, c'était Bozo. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent maintenant, là. Mais ça a l'air que ça a surpris tout le monde quand la Navy a dit « Bon, ben OK, c'est accepté. Alors voici le pilote qui jouera le vrai rôle de Maverick dans l'avion là, pour les prises de vue. Et son K5, c'est Bozo. » Et il a effectivement eu le droit de buzzer le tower, et c'est la seule et unique fois que c'est arrivé. Oui, parce que on voit ça dans tous les articles possibles et imaginables qui font le tour de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai dans ce film-là. Personne ne buzz des tours de contrôle parce qu'on perd ses ailes et c'est terminé. Dans le fighter, comment tu dis ça, le Jet Fighter podcast, là,
qu'on écoute avec Olivier Fighter religieusement. Pilot Podcast. Hein? Fighter Pilot. Fighter Pilot, excuse-moi. Il disait que ça fait. Puis il le répète plusieurs fois, surtout au début des épisodes, là, que si tu voulais mettre fin à ta carrière rapidement, tu t'allais buzzer la tower. Oui, c'est ça. Puis il disait L'autre aussi. jour, j'ai entendu dire qu'il y a un pilote américain, justement, de F-18 qui avait décollé. Il a fait un tonneau en décollant avec son avion, puis ça n'a pas bien été. Non. Une des premières scènes du film où on voit quelqu'un qui fait ça en décollant d'un porte-avions, puis on voit le porte-avions en arrière rouler. Ouais. Là, non, on fait pas ça. Très rare, très peu Non. probable. Voilà. Pourquoi prendre des risques? Absolument. En fait, le pilote qui a fait presque toutes les scènes de vue qui était Maverick, c'est Scott Altman, qui est devenu un astronaute par la suite, 4 missions à l'espace. Ouais. Donc, 2 comme pilote de navette spatiale et 2 comme commandant de navette spatiale, dont la dernière mission qui a été entretenir le télescope Hubble. Oui, c'est souvent un ou l'autre. Donc, soit c'est un scientifique à qui on apprend à piloter. Ça a été le cas de Julie Payette, par exemple. Ouais. On lui a appris à piloter. Malheureusement, oui. On ne partira pas sur le pourquoi du comment, mais c'est ça Elle qui est était à arrivé. Top Gun, elle? Non? Non. Elle a fait Moose Jaw. Ah, bon. Là, je comprends. Elle a dit qu'elle avait beaucoup apprécié le work hard, play hard. Whatever that means. OK. Donc, les prises de vue étaient faites de partout. Ouais, c'est ça. Non, il y a eu plein de choses particulières pour ça. Alors, petit factoid comme ça, il n'y a eu que 2 missiles qui ont été lancés pour ce film-là. Donc, toutes les fois qu'on voit un missile partir, C'est le même. c'est les 2 mêmes. Oui, ça s'est filmé de plusieurs prises de vue. Les prises de vue dans l'avion, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les caméras qui étaient embarquées dans l'avion, quand on voit la vue de la caméra qui est en dessous de l'entrée d'air gauche du F-14 Ouais. et qu'on voit le nez de l'avion, donc c'est un exemple où quand on voit la dérive, la quille sous un des moteurs quand l'avion décolle du porte-avions, ces nacelles-là ont été fabriquées par Grumman pour les caméras, pour être mis sur les F-14. C'est Donc, Dick McMillan chez Grumman qui était responsable de ça, donc un ingénieur. Tu sais, meilleur projet ever. Fait que toi, tu vas t'occuper de mettre des caméras là-dessus pour un film, en t'occupant bien entendu que de ne pas compromettre l'intégrité et la sécurité de l'appareil se faisant. Soit dit en passant, c'est quand les Français ont fait les Chevaliers du Ciel, ils ont fait la même chose, là, des pods avec des caméras dedans. C'est Dassault qui s'est occupé de les designer. Oui, ça va être un autre épisode. Et la grosse différence aussi, la raison pour laquelle je voulais parler, faire un comparatif avec les Chevaliers du Ciel, là, qui n'a rien à voir avec Top Gun. Là, les prises de vue dans Top Gun, 90% des prises de vue d'avion sont prises du sol. Alors que dans le cas des Chevaliers du Ciel, 90% des prises de vue sont faites en vol. Ça a été fait Puis bien Top après. Gun, Beaucoup, oui, bien après. quand on voit les avions qui sont dans les, je pense que c'est les Chocolate Mountains, là, qui se trouvent un peu dans les montagnes, là, et qu'on voit 2 avions ensemble, il y avait le système pour prendre des caméras prises de vue. C'est un peu comme le système qu'ils ont à la NASA quand ils filment un lancement de fusée. Donc, une grosse plateforme stabilisée par gyroscope avec les caméras dessus pour réussir à suivre le mouvement rapide. Donc, vous voyez les trucs de... Si vous avez la version en DVD du film, le making-of est très, très bon. On voit justement ces installations-là. Ils suivent les avions qui passent. Ouh, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est assez... Tu me donnes le goût? Mais il y a beaucoup de... Ouais, excuse-moi, Olivier. Ben, c'est ça. On parle des prises de vue, mais ces prises de vue-là n'auraient pas... le film n'aurait pas eu cet impact-là sans le réalisateur, Tony Scott, le frère de Ridley. Et savez-vous pourquoi Tony Scott a eu la job de faire ce film-là? Non. Parce qu'il faisait des vidéoclips avant? Oui, mais il a réalisé la publicité pour Saab, où on voit la voiture Saab, une Saab 9.3, parcourir après par un J37 Vegan. Ouais. Donc, allez voir ça sur YouTube, on va voir le lien dans les notes de l'épisode. Je me souviens de ce vidéoclip, de cette commercial-là, c'est que le gars arrive en voiture à côté d'une bâtisse, rentre dans la bâtisse, et là, les portes s'ouvrent et puis il part avec le Vegan. Ouais. Et la voiture est poursuivie par le Vegan. C'est à cause de ce commercial-là que Tony Scott a eu la job. Et oui, son côté réalisateur de vidéoclips paraît fortement dans le film parce que la plupart des scènes d'action sont montées comme des vidéoclips. Oui, tout à fait. Avec la musique en arrière. Donc, c'est pour ça que c'est d'ailleurs, aussi dynamique. il y a des scènes, les scènes d'amour entre Tom et Charlie?
Ben, Charlie, oui. Mhm. Il y a des scènes qui ont été rajoutées. Mhm. Parce qu'on trouvait ça un petit peu trop bref. Et bon, ben, ils s'aiment, là, fait qu'ils s'embrassent. Fait que Ouais, ils ont rajouté la scène de l'ascenseur après des focus group. Ouais. Puis c'est pour ça qu'elle porte une casquette. Parce Ouais, qu'elle Elle avait plus les mêmes cheveux. Elle avait plus les mêmes cheveux, fait que c'est pour ça qu'ils y ont mis une casquette. Ouais. Très drôle. Puis parlant on de Kelly est-tu McGillis, son groupie un peu, personnage- toi? Comment? Hein? Parlant du personnage de Kelly McGillis, au Ouais. début, elle devait être, son personnage devait être une professeure de yoga ou de ballet ou une patente poche de même. Et puis, ils ont trouvé, elle s'appelle Christine Fox, le call sign Legs, qui était mathématicienne. Qui était quoi? Et une mathématicienne qui a éventuellement dirigé, qui a été Deputy Secretary of Defense Ok. aux États-Unis récemment. Ah ouais, puis fait que donc c'était elle l'inspiration de Charlie dans le film? Ouais. Ah ouais? Au début, ça devait être une prof de yoga ou de ballet ou un truc Non, comme on ça. aime vraiment mieux une astrophysicienne. Là. Exactement. Et donc là, c'est une mathématicienne avec un PhD. Donc quand le Michael Ironside la présente, on la voit arriver avec ses collants avec la ligne en arrière. Elle dit « She has a PhD in astrophysics » et réfère à cette femme-là. On va voir le lien de sa biographie justement dans les notes Absolument. de Christine Fox. D'ailleurs, je vous invite à visiter les notes. On va avoir plein de liens sur des sources qu'on a. Ouais, absolument. Utilisé. Oui, merci. Voyons, je perds mes mots aujourd'hui. Oui, qu'on a utilisé pour se préparer pour l'épisode. Et je vais en profiter pour faire une toute petite parenthèse et remercier Amy, qui, une fois de plus, nous envoie le bon café qui est là aujourd'hui. Alors, si Café vous Terre allez... à Terre. Amy, qui est une grande fan de Top Gun. Donc, si vous allez au Café Terre à Terre, En tout cas, si n'hésitez elle pas à savait pas, mentionner elle sait. que vous avez appris à connaître son café à cause de l'aéropod. Qui sait, et encouragez-la à faire de la bonne bouffe. Il y a toutes sortes de choses. Et éventuellement, on va pouvoir même aller boire une bière. Ces nachos sont écœurants. Et écouter Bref. Top Gun. Oui, absolument. Ouais, et Top Gun aussi, que c'est fameux avec les scènes où ce qui passe à Rollato ou l'espèce de Airbus vrai. renverse son café. Absolument. Ensuite, C'était du renverse son café Terre à en Terre sortant. déjà à l'époque. Et là, il renverse son café en sortant du bureau de Viper et il renverse son café une fois sur le porte-avions. Non, c'est le... En disant c'est quel l'histoire de emmerdeur. sa- Oui, mais Souffre-douleur. il y a ça aussi. On l'a écouté en français la première fois, tu sais. Oh oui. Puis là, Mais la maintenant... traduction est très bonne. Mais c'est toujours c'est le même le même acteur vocal qui fait Bruce Willis plus tard dans Piège de cristal et qui fait bref, il y a comme un espèce il y en a fait beaucoup Ouais. ça de- Mais Non, c'est mais ça, dans ce film-là, celui qui traduit Tom Cruise en français, il a fait beaucoup de films où Tom Cruise joue Ouais. et où il traduit, un peu comme ici, Joël Legendre qui a traduit Ouais. Leonardo DiCaprio dans une quantité de films incroyables. Moi, ce qui est bien, c'est que ça amène une continuité pour la voix en français de l'acteur. Oui, Exact, absolument. tout à fait. Mais là, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est pas la même expérience l'écouter en anglais, là. Ouais, C'est il y a comme le film. quelque chose. Il y a une atmosphère qui est pas pareille. C'est ça. Tu sais, c'est... Ben, il manque du son, donc il y a plus de son. Fait que moi, j'ai comme l'impression qu'il y a du... C'est un petit peu le même principe. Tu sais, mettons, si t'écoutes Les Pilotes en l'air Oui. et Hot Shot, la version française est délicieuse, Oui. mais la version anglaise est bonne aussi, mais Oui. les jokes sont complètement différentes. Oui, c'est comme si c'était un film différent. Ouais, fait Ce qu'avec film-là, Top Gun, j'ai il y a jamais la même écouté chose. en anglais. J'ai toujours écouté en français. À chaque fois, je me roule par terre. Les De quoi? pilotes en l'air, Les là, Pilotes en l'air, ouais. Je l'aime encore, oui. Ouais, il y a encore c'est des... incroyable comment c'est niaiseux, cette histoire-là. Exactement. Et j'ai revu, petite parenthèse ici, j'ai revu récemment Top Secret. Je dis ça de même. On va revenir, il faudrait revenir et faire un autre épisode où on va parler justement des pilotes en l'air. Et des chevaliers de l'air. Absolument, J'ai bien parce que Ouais, compris. mais les pilotes un en l'air épisode parfait, volent un modèle d'appareil que les Anglais ont eu, qui est une Oui. chiasse Donc, complètement. Greg, arrête ça, garde ça pour le prochain épisode. Ouais, Ça, ouais, ça, absolument. Parlant de voler des appareils, il y a un groupe, dans le fond, ils ont comme formé une espèce de focus group de personnes Oui. à Top Gun pour supporter la production. Ces gens-là se sont assis ensemble et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien utiliser comme appareil ennemi, on s'entend? Donc, il y avait le choix entre les Skyhawks puis les Tiger 3 et... Tiger 2. Tiger 2. Pardon, oui, 2. Et tout le monde s'est entendu pour dire que le F5, donc le Tiger, était plus sinistre, sinister looking. Alors, on lui a donné une petite peinture et on a fait avec ça un faux avion ennemi qui n'existe pas. Les MiG-29, ça n'existe pas. MiG-28. MiG-28. 28. Parce que le 29 décidément. existe. Oui, c'est ça. Donc, la particularité, c'est que les avions MiG, les avions mikoyans, ont tous des désignations impaires. Ah. Donc, MiG 1, MiG 3,
etc. Tu as le MiG-29, MiG-21, MiG-25, MiG-31. Exact. Et donc, le 28, c'est ça. Donc, on voit que les gens, quand même, sont arrivés avec cet avion fictif-là, avaient de la suite des idées parce qu'ils savaient très bien que les MiG avaient juste des numéros impairs, ils ont des numéros pairs. Ça fait partie de plusieurs petites choses où on demande à l'auditoire qui connaît un petit peu les avions militaires de suspendre son incrédulité, disons, pour que le film fonctionne. Donc, il y a toutes sortes de petites choses qui sont impossibles techniquement ou qui sont pas dans la culture de la navale, mais ça fonctionne, ça gèle, puis même les gens qui sont très, très, très proches de ce milieu-là, des instructeurs de Top Gun et tout, ont quand même trouvé le film fantastique. Je pense que c'était vraiment une réussite. Ben, il y avait quelque chose de... C'est drôle parce que le fait que l'avion soit... le MiG-28 soit... Tu sais, c'est un F-5 biplace, premièrement. Il y en a eu un biplace, oui. Il y a une version biplace. Oui. C'est le T-38 américain aussi. Pour Le l'entraînement. F5F. C'est le F5F. La version biplace est peu connue. Mm-hmm. Donc, opérationnellement, elle n'a pas beaucoup été utilisée, surtout à l'export. Donc, aux États-Unis, ça marchait. Mm-hmm. Puis c'est ça qui... j'avais lu plusieurs choses là-dessus. C'est ça qui a fait que les gens, en général, même les geeks, les pros, les pilotes, les militaires, tout ce que tu veux, là, se sont pas vraiment obstinés, ils ont pas vraiment, tu sais, ils ont pas fait, il y a personne qui à l'époque a fait tu sais, parce que c'était pas un avion qui était vraiment tu sais, connu plus qu'il faut, fait que ouais, ça a son charme, tu sais. Fait que c'est ça qui a joué là-dedans, le fait que c'est il n'y a pas grand monde qui se rappelle de ça. Au Canada, un peu plus, parce qu'on on a eu des F5 et on a eu des biplaces pour l'entraînement. Donc, un peu plus connu. Mais aux États-Unis, il n'y a pas grand monde. J'ai croisé des gens, moi, qui ne savaient pas que le F5 avait existé en version biplate. Tu sais, fait que c'était parfait. Là. La légende était lancée. Puis, et j'ai croisé encore un jeune, il n'y a pas très longtemps, qui pensait vraiment que le MiG-28 existait. Donc ça... Hey, ça a été long. Ça a été un knowledge gap chez moi. Ça a été long avant que je sache que ça n'existait pas, cette histoire-là. Là. Pour la petite histoire, quand vous voyez dans le film, quand vous voyez le pilote du MiG-28 avec son manche qui vient pour tirer, ouais. En fait, ça, c'est une prise de vue qui est dans un cockpit arrière de F-14. Donc, le cockpit du Rio, dans F-14, c'est ce qu'on voit quand il tient son manche. C'est vraiment le cockpit arrière du F-14. Ah ouais? Pour le... Ça, je savais pas ça. Pour le vrai F-14 de Tom Cruise, là, et toutes les scènes intérieures où on voit les pilotes américains tirer et tout, ça, c'est des mock-ups qui ont été faits pas tout à fait vrais, parce que ça, c'était un bout que l'armée refusait de montrer officiellement. Donc, ils ont fait c'est ça, des espèces de répliques pas tout à fait exactes, et c'était volontaire. Okay. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait voler presque tous les acteurs pour prendre des scènes dans le cockpit, et presque tous les acteurs ont été malades, donc pratiquement toutes les scènes ont été inutilisables. Pour vrai? Wow! Parlant de voler, Tom Cruise, pour se préparer pour son rôle, est allé faire sa licence de pilote privé. Oui, ce qui l'a amené à faire des tonneaux en hélicoptère quelques années plus tard. Là, je pense qu'il y a eu la piqûre. Oui, mais en fait, Tom Cruise, il y a un Pitts et un P-51. Donc, ça va. Mais moi, je vous le dis, là, on voit son hangar dans Top Gun 2 dans l'annonce. Là. C'est pas un spoiler, on le voit dans le... Son hangar à lui, c'est son Mustang. Ben oui, mais là, c'est le sien, c'est son Mustang. Mais moi, en fait... je t'ai même pas rendu là, Olivier. Là, oui, absolument, mais son hangar, moi, je me suis arrêté au hangar. Je vois ce hangar-là. Tu parles d'un gars de maintenance. L'avion, le hangar, non, mais moi, mon plan, c'est d'acheter un Mustang biplace. Je fais piloter Olivier, puis moi, je m'assois en arrière. Puis là, j'y tape sur l'épaule. Vas-y, tourne. Il y a un intercom, sérieux. Oh non, oublie ça. À droite, c'est un tonneau. À gauche, il y avait Tom Cruise dans un épisode, pas un épisode, un interview dans une émission de télé. À un moment donné, il s'en allait voler avec le journaliste dans le P-51. Ouais. Et puis là, ils embarquent dans l'avion. Et puis le journaliste, il dit, Tom Cruise dit, t'es Maverick, je suis Goose. Ben, Tom Cruise, il dit, tu te souviens ce qui est arrivé à Goose, hein? Ouais, c'est vrai.
Le gars, la face, il a changé. Parlant de ça, tu sais, Oui. plusieurs des anecdotes qu'on voit dans le film se sont produits pour de vrai à d'autres échelles. Fait que ça a été romancé, bien entendu, etc. Ça venait d'arriver pas longtemps avant le fait qu'il y ait un pilote qui se cogne la tête dans le canopy. Oui. Mais il n'était pas mort, par contre. C'était un problème connu sur le F-14, ça. Ouais. L'avion, donc la vrille à plat du F-14, c'est un problème connu quand il y avait les Pratt & Whitney, les TF-30, Ouais. les premiers moteurs. Absolument. Et lorsqu'il arrivait, c'est lorsque l'équipage, si je devais s'éjecter, le canopy restait au-dessus de l'avion parce qu'il y avait comme une dépression au-dessus de l'avion à cause de la vrille à plat. Et là, lors de l'éjection, ça pouvait rentrer dans le canopy, donc ça fait pas du bien. Puis pour compléter ce qu'Olivier disait, c'est pour ça que sur certains autres jets, vous voyez des petites lignes dans le canopy. Il y a comme une petite C'est ligne. MDC. fait pour craquer si tu tapes dedans. Exactement, c'est c'est pyrotechnique, là. C'est pour casser, briser, shattered Mhm. Éclater. Le terme faire technique, éclater. c'est Miniature Detonation Cord, Merci. MDC. Ah, fait que c'est carrément une corde. Puis ça se fait Ouais. en même temps que le siège Exactement, éjecte. c'est toute une séquence. Ah, Il y a oui, toute une séquence. Et Intéressant. fait que ça, mais donc ça, c'est pour éviter justement ce genre de choses-là, parce que sur le F-14, c'est le canopy pouf, d'un morceau Ouais. sortait, là. Si vous ne le saviez pas, Ouais. le F-14 est passablement capricieux. Oh. 20 à 25 heures de travail des équipes au sol pour 1 heure de vol. Oui. C'est... Ouais. Mais cette génération d'appareils-là était très gourmande. C'est courant, là, c'est pas... C'était fait comme ça. Quand ils sont arrivés avec juste des F-18 sur les porte-avions, quand on remplaçait des F-14, ils sont tombés à justement de 25 à genre 10 heures par heure de vol. Là. Win. Puis les avions plus disponibles parce que les avions brisaient Ouais. moins. Puis ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est que je lisais il y a pas très longtemps un rapport du GAO américain, Mhm. et tu vois vraiment, tu sais, une nouvelle génération de fonctionnaires là, Mhm. qui disaient, parce que je pense qu'en Olivier, justement pour corroborer ce que tu dis, on est aux alentours de 12-13 heures de maintenance par heure de vol sur le F-18, là, dans quelque chose dans ce coin-là. Et il disait que c'était astronomique. Et je dis, mon Dieu, mais t'as sauté une génération d'avions, toi, parce que Puis, tu te les serais gens, arraché les cheveux de sa tête avec la génération juste avant. faire un aparté pour le F-14. En passant, on va mettre les liens dans les notes. Les 2 épisodes du Fighter Pilot Podcast, il y en a un sur Top Gun. Ouais. Je vais y revenir, et un sur le F-14 qui sont, faut écouter ça, c'est vraiment numéro 1. Le F-18, quand le F-14 a disparu, le F-14 avait les fameux missiles Phoenix. Ouais. On les voit pas dans le film, mais c'est des missiles air-air à très longue portée. Là, quand le F-14 est disparu, ils ont dit on n'a plus d'intercepteurs avec des missiles longue portée sur les avions. Il faut savoir que le Super Hornet avec le AMRAAM, le AIM-120D, la portée, si on veut, officieuse du AMRAAM, la version D du AIM-120, est presque la même que le Phoenix, si on lit entre les lignes. Et récemment, il y a eu un F-18 qui a été aperçu, un Super Hornet, qui revenait d'un vol d'essai avec un missile standard. Le nom m'échappe, mais le missile qui est utilisé sur les navires comme SAM, en fait. Ah, Ils ont un installé harpoon? un SAM. Non, pas un Harpoon. Ça, c'est un missile anti-navire. Ouais. C'est la version Phoenix, le modifié. Ouais, Non, ok. mais je vais vous trouver ça. Là. Donc, un missile, un SAM sur un avion, là, ils vont avoir une portée là, Ouais. très, Mais très longue. ça c'était la marque de commerce. Il est arrivé tard D'être quand même. très armé. Le- plusieurs choses oui, différentes. puis il pouvait en amener, si mes souvenirs bons, il pouvait en amener 6 ou 8 Phoenix, le F-14, Olivier? 6. 6. Et il pouvait 6, les tirer les 6 en même temps sur 6 cibles différentes. Quand Donc, ouais. Et ça, c'était Hughes qui fabriquait ce missile-là. La Qui avec compagnie le radar de aussi. notre ami milliardaire Howard, qui est devenu fou. Donc, ouais, il était pas pire, eux autres, cette compagnie-là. Et là, la nouvelle édition. Ouais. Ben, en fait, d'ailleurs, une autre petite parenthèse, la rivalité de Tom et de Val n'était pas feinte dans le film. Ils se détestaient pour de vrai. Ils se détestaient pour de vrai, ils ne s'entendaient pas du tout, ils ne se fréquentaient pas, ça a pas bien passé du tout. Donc c'est plutôt cocasse que... Ben, c'était les deux vedettes montantes de l'époque. Hein. Oui, absolument. Juste pour revenir, le missile que je cherchais, c'est le RIM 174 ou si vous préférez le SM-6. Donc, D'accord. c'est des missiles qui servent pour, entre autres, sont capables d'intercepter des missiles balistiques qui sont en train de rentrer dans l'atmosphère. D'accord.
Alors, on a bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la prochaine édition. Imaginez-vous donc que Kelly McGillis ne revient pas n'est pas revenu. Non, mais là, je veux tourné. revenir sur ton affaire de rivalité. Là. Non, mais c'est pas fini. Fais-moi pas ta face de je t'ai coupé la parole, là. Val Kilmer. Ouais. OK? Bon. Mm-hmm. Il va être là dans le 2. Ouais. Ben, il est déjà là. En tout cas, c'est déjà tourné, tout ça. Il était déjà dans le premier. Ouais. Grosse nouvelle. Non, ouais. Puis là, il va être dans le deuxième. Ouais. Effectivement. Je pense que les deux ont grandi un peu. Mais c'est ça, Kelly ne reviendra pas. Elle est rendue thérapeute dans un rehab américain et elle dit, et je cite, « Je suis trop grosse et trop vieille pour refaire partie de la production. Personne ne me l'a demandé. » Probablement. C'est Jennifer Connelly qui va être là. On a pas mal choisi quand même. Là. Ouais. C'est en tout cas, si vous voulez envoyer un message... Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va voir Cliff Secord venir à la rescousse de Jennifer? Qui? Le Rocketeer. Oh, oui, c'est vrai! Un autre film à mettre sur notre liste. Oui, The Rocketeer. Hey, ça, là, ça en est un film qui m'a fait rêver. Ouais, ça boy. tire solide aussi, ça. Hey boy, que je rêvais d'être le gars qui invente ça pour vrai. OK. Moi, je rêvais d'être le gars qui part avec Jennifer Connelly, mais ça... Oui, mais là, bon, tu sais... À choisir, on voit que Greg choisit l'avion. C'est ben pas l'avion, mais le jetpack. Si tu veux partir avec, il faut le bâtir. Là, mais premièrement, l'avion. Ben, c'est pas un avion, c'est son pack-sac. Ben, c'est son jetpack. Le jetpack, ouais. Et je ramasse Jennifer après. C'est ça. C'est clair que c'est juste le jetpack qui a fait la job. Là. Mais j'avoue que le jetpack, mettons que Jennifer est en retard. Le jetpack, c'est correct. Là. Bouf. Je vais aller chiller au-dessus de Los Angeles. Parlant de Charlie, quand on voit dans le bar au début du film, elle rencontre un de ses collègues. Ouais. Et là, Tom Cruise lui dit je vous ai empêché de faire une erreur avec cet homme plus vieux. Puis là, elle répond en faisant une plus grosse erreur avec un homme encore plus jeune. Mm-hmm. Ben, son collègue, c'est le contre-amiral à la retraite, Pete Viper Pettigrew. Ah ouais, c'était justement, lui. c'est lui qui est l'invité de Fighter Pilot Podcast quand il parle du film Top Gun. OK. Et son vrai call sign, c'était Viper. Donc, ils ont donné le call sign de celui-là qui était le conseiller technique principal du film au personnage de Tom Skerritt. Oui, exact. Et, cute. Tom Skerritt. Ça me redonne vraiment le goût. Je rêve d'une moustache à la Tom Skerritt. ouais. Ben non, ben écoute, il y a un petit quelque chose. Là. Quand il est à côté sur l'aile et qu'il dit faites-le voler. En fait, ce qui est drôle, c'est Puis qu'il se mange la que moustache comme dans ça. les années 80, il ne restait que le commandant en chef qui avait vu de l'action en combat. Ouais. Tous les vrais vieux de la vieille qui avaient monté Top Gun et qui étaient des vétérans du Vietnam étaient partis. Fait que pendant un grand bout de temps, le top école de pilotage s'est fait l'équipe d'instructeurs, dans le fond, avait pas vu de déploiement. Ouais. Ça, c'est. Il y a eu un passage à vide dans les années 80. Ouais. J'avais effectivement déjà vu et lu quelque chose là-dessus. Ils avaient pensé même aller chercher quelqu'un comme faire revenir Robin Hood, mais qui lui était dans l'Air Force. Mm-hmm. Puis ils avaient pensé à peut-être faire venir un gars de même pour donner un petit coup de main à Top Gun, parce qu'on commençait à manquer cruellement d'expérience. Il avait rasé sa moustache depuis longtemps, donc c'était bien correct. Ouais. Faudra faire un petit quelque chose sur Robin Hood, une petite parenthèse, là, qui est une histoire sur deux pattes. C'est incroyable. On y reviendra, sa biographie ici. Ouais, il faut que j'emprunte à mon père puis que je lise ça. Là. Ouais. Si on revient à nos moutons, à nos gros chats, nos Tomcat, pour le film, c'était des escadrons VF-51 et VF-111 qui étaient utilisés pour le film. Ouais. Et l'escadron de Maverick, c'est l'escadron fictif VF-1, Screaming Eagles. Le vrai VF-1, c'est le Wolfpack. Vous avez sûrement vu leurs avions, c'est une tête de loup sur la dérive. Ouais. Et Iceman, lui, était dans l'escadron VF-213. Qui est Fist of the Fleet, qui est inspiré, leur logo est inspiré du VFA 25. Donc, sauf que Iceman, son logo était bleu, donc pour la glace. Et le VFA 25, leur logo, il est jaune, mais c'est la même chose, c'est le point avec l'éclair dedans et les 3 étoiles. Okay. Et le vrai VF 213, en fait, c'est des Black Lions. OK. Donc, ils ont comme été chercher des morceaux à gauche et à droite pour faire leur escadron fictif, mais si on veut, en soulignant différents héritages au sein de la marine américaine.
Puis, on sait-tu vraiment comment que ça a été perçu là, à l'interne, là, à l'époque? Parce que là, c'est des nouvelles générations de pilotes aujourd'hui et tout ça, là, mais... Très bien. La Navy, à l'époque, bon, la Navy était contente parce que les bureaux de recrutement se sont remplis, là. Mais les militaires, eux autres même. Pour te faire un petit parallèle, là, mettons, j'ai entendu des SEAL parler des films qui parlent des SEAL. Oui. Puis à part SEAL Team... comment ça s'appelait? SEALs avec... Oui, avec Charlie Sheen. Charlie Sheen, merci. Donc, Rossovich, qui jouait aussi dans Top Gun, qui faisait qui, lui, déjà? Là? Il faisait le Rio de Iceman. OK. Ouais, c'est ça. J'oublie son nom complètement. Quelque chose de Rossovich, mais son casting, je ne me souviens plus, c'est pas Wolfman ou je ne sais pas quelle affaire de même. Là. Ouais, une affaire comme ça. Enfin, bref, tu sais, SEALs avait été l'instrument de recrutement des SEALs pendant un grand bout de temps, comme Top Gun l'a été pour les pilotes. Mais à part de ça, j'ai entendu beaucoup de SEAL chialer sur les autres films de SEAL. J'ai pas entendu personne chialer sur Top Gun. Vu nulle part, ever. On dirait que les gens sont capables de faire, ouais, bon, tu sais, la petite histoire d'amour, machin, truc, fine. Mais sinon, là, tu sais, à part quelques petites invraisemblances techniques qui s'expliquent super bien par les besoins cinématographiques. De l'époque. Non, mais même tout court, tu sais, mettons, tout le monde a dit les explosions sont trop proches. L'avion qui tire se ferait des dommages à lui-même, ça se peut pas. Mais tu sais, ce genre de choses-là a pas choqué personne puisque tout le monde a fait, ouais, ben tu sais, si l'avion est un petit point loin, l'action va être poche, puis... Ouais, tout à fait. Fait que tu sais, ce genre de... Fait que tout le monde a compris les disparités. Il y a d'autres choses dans d'autres branches de l'armée qui ont plus posé problème. Tu sais, le fait que les pilotes sont un peu perçus comme des têtes brûlées, un peu coquilles et tout. Des primadonnas. Ouais, ben l'affaire, c'est que c'est un peu vrai. Puis je pense que même eux sont assez self-aware pour se rendre compte que c'est un peu ça, là. Donc... Ben, si tu regardes, tu sais, déjà, mettons, leur rencontre annuelle, là, le Tailhook là, à Las Vegas, là, c'était un méchant shit show, cette affaire-là. Il s'est passé des choses pas très catholiques et en tout cas, bref. Ça a même été annulé, puis il est arrivé des trucs qui n'ont parlé le jour de Fighter Pilot Podcast, et personne ne voulait rentrer dans les détails parce que ça avait trop été un shit show. Ouais, fait que c'est... Oui, tout à fait. C'est les pilotes dans l'armée, c'est des... Mais en fait, il faut dire que il y a déjà eu une époque où vraiment c'était les primadonnas c'était la priorité, tout ça. Et depuis, je dirais une année, vraiment, c'est le travail en équipe est vraiment mis de l'avant. Quelqu'un qui peut pas travailler, un peu comme Tom Cruise, qui est un loup solitaire, qui pense juste à lui, ça marche plus maintenant dans ces trucs-là parce que toutes les opérations sont conjointes avec d'autres services, d'autres appareils. Ils ont plus le choix. Oui, c'est des personnalités de type A, c'est sûr et certain, mais c'est des personnalités de type A qui travaillent très bien entre elles-mêmes, parce qu'ils ne seraient pas capables de faire leur travail à ce moment-là. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'en général, ce qu'on voit de ces gens-là, c'est que tu as besoin d'être un top performer pour te rendre à ce spot-là, pour te rendre à cette école-là. Il faut que tu sois le top de ta classe, le top de ton escadron, toujours. Si tu veux avoir des très, très bonnes performances, tu peux pas faire cavalier seul. Ça fonctionne juste pas. Exactement. J'ai un de mes amis qui est pilote de chasse. Il a fait son cours de pilote d'essai et puis il disait que... à toutes les étapes de la formation, quelqu'un qui fait juste étudier dans sa chambre lui-même, il ne peut pas passer le cours, c'est impossible. Les cours sont tellement durs que si les gens ne travaillent pas ensemble pour réussir, il n'y a personne qui va réussir. Et tu parles des pilotes d'essai, il y en a beaucoup qui reviennent être instructeurs à Top Gun après ou qui deviennent pilotes d'essai. Il y a quelque chose par rapport à ça c'est des gens qui poussent la limite, qui sont toujours à l'extrême. Ouais, c'est... redevenir instructeur d'où t'arrives, ça, c'est souvent pas tout de suite, là. Non, pas tout de suite. Donc là, ce bout-là dans le film, moi, j'ai souvent entendu du monde dire, ouais, tu fais un déploiement. Parce que, ce qu'il faut dire, c'est que Top Gun, c'est que les gens, ils vont à Top Gun, exemple, OK, Olivier, t'es pilote de 18, tu t'en vas à Top Gun. Donc, l'équivalent maintenant de Top Gun. Tu vas là-bas, tu fais le cours. Ensuite de ça, le but, c'est de retourner dans ton escadron après ta formation et là, de transmettre ces connaissances-là à tes collègues dans l'escadron. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ensuite de ça, les gens qui ont déjà été gradués de Top Gun, après, quand c'est rendu un nouvel assignement, peuvent retourner à Top Gun pour devenir instructeur. Mais dans le film, c'est sûr, pour des besoins, si on veut, de drame.
de scénarisation, c'est expliqué comme ça, c'est bien correct à ce niveau-là. Mais c'est vraiment un assignement subséquent qui va faire en sorte que la personne va retourner devenir instructeur. Parce que la marine dit, OK, je t'ai envoyé faire ce cours-là, ça a coûté une fortune, j'en veux pour mon argent, donc tu retournes dans ton escadron et tu transmets ton savoir à tes collègues. OK. Ouais, intéressant. Bien de voir comment que... Je serais curieux de savoir comment c'est transféré en escadron. Là. Mais vraiment, tu sais, d'un point de vue... c'est comme, OK, moi, je suis là à Top Gun. Des meetings. Là, aujourd'hui, la mission, c'est de faire une attaque, aller attaquer un radar ennemi qui est protégé par des systèmes SAM à 3 chiffres, des S400, des trucs comme ça. Ah, toi, t'es allé à Top Gun. Ah, t'es un expert dans les tactiques contre les SAM. Ben, OK, c'est toi qui as planifié la mission. OK, voici comme ça. Regardez ça, les gars. C'est comme ça que ça va fonctionner. Sur le coup, quand ils ont démarré Top Gun, les pilotes qui revenaient du Vietnam, qui se sont mis ensemble pour faire ça, ils étaient dans une espèce de roulotte. Ils tenaient à peine les 8 gars dans une espèce de salle de conférence et ils ont inventé des nouvelles manœuvres qui n'existaient pas pour faire que ces gros avions-là seraient capables de contrer des MiG. Donc, dans le fond, là, c'est sûr que les gens arrivent de l'école avec la toute dernière connaissance de comment on contrecarre XY qu'on a vu ouais, tout à fait. sur le terrain, là. Ben, dans les airs. Quand les instructeurs sont là-bas, ou les étudiants, ils vont dire, OK, ben là, les Chinois se rendent avec un J-20, un avion furtif. Toi, avec ton Super Hornet, arrive-moi avec une tactique pour contrer le J-20. OK, là, ils travaillent là-dessus, puis là, ils brainstorm, puis OK, ça serait une tactique pas pire. Là, après ça, ils s'en vont voler avec des F-18. Il y a un ou un F-35 qui va jouer le rôle du J-20 ou un F-22, ou peu importe. Parce que oui, ils invitent des appareils de d'autres... des fois dans des exercices plus gros d'autres appareils, par exemple des Marines ou de la Force aérienne américaine. Et là, ils vont essayer les tactiques. Si ça fonctionne, ils vont réécrire ça de façon plus formelle, plus officielle. Ils vont disséminer ça à travers les trucs. Ouais, un peu partout. D'accord. Absolument. Donc, Top Gun, c'est cool, finalement. On a hâte, et puis, hâte. Si vous vous ennuyez de Top Gun et vous voulez voir Top Gun 2, je peux vous suggérer d'écouter Top Gun 1.5. Est-ce que vous connaissez ce film? Iron Eagle? Non, franchement, Greg. Non, mais là, ce que tu vas dire, c'est... Chappie! Va-t'en dans le coin. Ouais. Et ça se parler. Non, je vous invite à regarder du même réalisateur, Monsieur Tony Scott, Days of Thunder. Ah oui, c'est vrai. C'est exactement le même scénario, c'est vrai, mais avec des NASCAR. Film. La trame sonore de Hans Zimmer est à faire donner la chair de poule. Ouais. Donc, dans les deux films, on a Tom Cruise qui joue quelqu'un qui est très, très talentueux, qui a un problème avec son père. Dans Top Gun, son père a disparu. Il n'a jamais su pourquoi. Et ça fait de lui un peu un paria. Dans Days of Thunder, son père a pris l'argent de l'écurie de course pour faire des combines bizarres. Et là, il en veut à son père. Donc, à chaque fois, Tom Cruise, Maverick, chaque fois qu'il vole, il essaie de se battre contre le fantôme de son père, la réputation de son père. Ouais. Cold Trickle, chaque fois qu'il embarque sur la piste avec sa voiture, il se bat contre la réputation de son père qui était un crosseur, un tricheur. Ouais. Et dans les deux cas, on a une femme plus âgée, brillante, qui vient l'aider. Donc, Kelly McGillis, Charlie, et Nicole Kidman dans Days of Thunder. Et dans ce cas-là, la chimie est vraie. Ouais, puis au niveau du scénario, c'est la même affaire. Il a subi un traumatisme parce que tu sais le fameux l'accident, puis là après ça, à la fin dernière course, il se reproduit la même affaire, puis là il décide de passer à travers le mur de tout le film que... Ouais, spoiler alert. Non, mais oui, c'est pas spoiler, c'est un vieux film, mais ce que je veux dire, c'est que si vous regardez Top Gun au niveau du scénario, tous les trucs qui accrochent un peu, ça fait vraiment des trous de scénario, mais ça passe moins bien, cette relation-là. Pourquoi il s'est reviré de bord si vite pour faire tel truc? Ben, dans Days of Thunder, tous ces petits problèmes-là de scénario, sont arrangés. Ooh. Donc, on voit l'évolution du personnage. Donc, c'est assez intéressant. Dans le fond, c'est un remake. Ouais, c'est vrai. Que je n'ai jamais vu. Fait que peut-être que vous voulez me donner Greg, tu dois asseoir Claudia devant la télé et écouter Days of Thunder. C'était un très bon film. Puis dans les deux cas, c'est des brochettes d'acteurs. Tu sais, dans Top Gun... mais il y a Tom Cruise, Val Kilmer, Michael Ironside. C'est une brochette de... Je pense qu'il y a à peu près l'éclairagiste qui est pas connu dans ce film-là. Là. Days of Thunder, c'est Robert Duval. On a Randy Quaid avant que les neurones, avant que les fils se touchent. Ouais.
Ben, les fils se sont touchés quand il a fait Independence Day. À partir de là... Pour moi, il s'est vraiment fait kidnapper par des extraterrestres. Je pense que oui. Là-dessus, on va vous laisser sur un grand classique, les amis. Ça nous a fait très plaisir de partager notre amour pour ce film-là avec vous. Top Gun Day. Oui, absolument. Et comme je vous l'ai dit, on va vous mettre plein de liens intéressants dans les notes de l'épisode, alors ne vous gênez pas. D'ici là, bien entendu, faites-nous vos commentaires, vos suggestions et tout. On se sert beaucoup de ce que vous nous dites pour produire l'émission. Si vous avez un livre, une série de bandes dessinées, un livre, une émission de télé, un film, n'importe quoi, un sujet, dites-nous là, ça nous fait plaisir d'aller creuser ça et d'en parler. Absolument. Alors, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, chers auditeurs. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. Olivier Lacombe. Merci. Bonne C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou encore votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez notre site web mentoraero.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod@mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.